Merci, bonjour à tous. Vivien Pacto, donc je travaille à la transformation digitale chez Airbus Hélicoptère. Airbus, c'est un groupe qui produit des avions civils, vous devez le connaître, mais aussi des appareils militaires et des hélicoptères. Donc on a trois divisions qui travaillent ensemble sur les sujets Mixed Reality. On est dans un monde de pionniers qui ont réussi à faire voler des choses qui n'étaient pas forcément destinées pour ça. Donc ont été aussi pionniers dans un certain nombre de nouvelles technologies. Et je vais vous montrer un peu l'historique qu'on a autour des différentes thématiques AR et VR dans le groupe et le paysage aujourd'hui d'utilisation de ces technologies. Alors, on a résumé aussi l'utilisation pour s'assurer de la perception par notre management pour l'accélération de l'utilisation de ces technos dans nos usages au quotidien. Et donc, ça va peut-être faire hurler les puristes, mais on a résumé tout ça par Mixed Reality, qui est pour nous le résumé d'une part, la réalité augmentée, donc du réel avec des infos ajoutées, et d'autre part, la réalité virtuelle. Donc on ne parle pas de XR, on ne parle pas de ER, on a simplifié le message pour plus parler cas d'usage avec notre management plutôt que quel type de contenu on allait apporter à nos utilisateurs. Donc aujourd'hui, le groupe Airbus a des équipes de développement sur des environnements, donc Mixed Reality, c'est les termes que je vais utiliser maintenant, dans nos trois divisions, donc que ce soit chez Avion, Defense and Space et Hélicoptère, et répartis sur la plupart de nos sites, donc que ce soit en Europe, mais aussi avec des équipes, par exemple en Australie, pour Airbus Hélicoptère, qui nous permettent de développer du contenu. Ça nous permet finalement de couvrir un scope assez large, que je vais vous détailler par la suite, sur l'apport que ça peut avoir dans nos différents métiers, depuis la conception jusqu'à la production, le support, voire le marketing. L'importance aussi pour avoir des usages qui se déploient et sont utilisés au quotidien, c'est de traiter de manière verticale tous les enjeux qu'on va avoir à adresser. Donc, si je pars du haut, déjà d'un point de vue utilisation, travailler avec des métiers, avec des employés d'Airbus qui ont identifié des cas d'usage et réussir à identifier ce qui est important pour eux et prioriser finalement les éléments qu'il va falloir prendre en compte. D'un point de vue projet et équipe de dev, on s'est du coup doté d'équipes, que ce soit en interne Airbus, sur une plateforme qui est maîtrisée par Airbus, mais aussi avec des partenaires, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc ils vont traiter le total, que ce soit project management, que ce soit le développement, que ce soit l'interface utilisateur. On va avoir la totalité et aussi la gestion de la stratégie d'ensemble et du portefeuille, qui est un enjeu aussi de vision d'ensemble de ce qu'on veut adresser et comment on veut l'adresser au travers du groupe. Mais finalement, notre quotidien, il est aussi sur tout l'environnement dans l'écosystème Airbus, où chaque division a ses spécificités, parce que traiter de l'IT dans un environnement d'avion civil, c'est pas la même chose qu'un environnement militaire, ou des hélicos qui sont un coup civil, un coup militaire. Et donc on a un certain nombre de contraintes, que ce soit des règles d'export, les lois d'export qui sont importantes dans nos contextes, que ce soit tout ce qui est sécurité nationale, que ce soit propriété intellectuelle. Donc on a déjà un certain nombre de contraintes ou de règles à appliquer sur notre façon de gérer nos données et d'héberger nos données dans nos environnements. On va avoir aussi, j'étais déjà dans la deuxième brique, tout ce qui est alimentation. Un des enjeux, c'est d'automatiser au maximum la récupération des données qu'on a en amont dans notre design qui est fait en 3D par le bureau d'études, éviter d'aller chercher ça à la main, d'aller chercher ça à la main pour chaque cas d'usage, mais pouvoir finalement travailler sur des pipelines de récupération de données, voire même de préparer la transformation de ces données pour alimenter la suite de nos cas d'usage. La cyber, ça fait aussi partie de nos gros enjeux, d'éviter d'avoir des portes qui s'ouvrent au travers de la Mixed Reality sur notre pente industrielle. Et puis cet environnement finalement end-user, comment on va mettre des HoloLens sur la tête des employés qui n'ont jamais eu des casques sur leur tête, qui ont déjà passé du papier à la tablette, de la tablette à la lunette. Là, il y a un gros enjeu de change management qu'on travaille avec nos métiers.
mais des enjeux aussi informatiques qui sont comment je fais que mon casque HoloLens devient reconnu comme un smartphone entreprise ou un PC entreprise, sur lequel je vais être capable de pousser les dernières mises à jour, donc gérer mon côté cyber, ou pousser les dernières versions de mes applications. Donc ça, c'est un autre enjeu et qui nous représente autant d'efforts finalement que développer une fonction dans de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle. On va avoir tout l'aspect connectivité qui est important aussi. On se rend compte que une fois qu'on a fait accepter à un col bleu d'utiliser un casque pour faire une procédure de montage d'un hélicoptère, il faut s'assurer que toute la 3D qu'on va envoyer sur ce casque-là, le réseau est suffisant pour porter tout ça. Donc on parle de bande passante de Wi-Fi, on parle de taille de tuyau qu'amène sa data dans le bâtiment, enfin on a un certain nombre d'enjeux aussi de ce côté-là. Et enfin, pour éviter qu'on soit sur une utilisation verrue, il y a une continuité numérique qu'on veut amener sur tout ce qui va être interface avec les autres applications qu'ont l'habitude d'utiliser nos employés. Donc si je reste sur mon exemple du montage des hélicoptères, on a un MES qui nous définit les procédures, enfin les étapes de ce qui doit être fait dans le montage de l'hélicoptère, où il y a déjà toute une arborescence qui décrit ces tâches-là. L'idée, c'est que ça alimente directement notre procédure de réalité augmentée pour éviter de ressaisir et avoir une conformité, voire même une boucle retour pour dire j'ai fait l'étape de montage et je peux le renvoyer dans le système. On utilise aussi des objets connectés, par exemple des clés à torquer pour serrer au couple. L'idée, c'est aussi d'avoir cette interface-là et d'avoir cette communication et de tendre vers l'opérateur augmenté qui est le rêve ultime une fois qu'on a implémenté toutes les briques. Donc, une fois qu'on a adressé ce côté vertical, de manière horizontale, les cas d'usage chez Airbus, donc les logos que vous voyez en dessous, c'est justement dans quel secteur, que ce soit avion civil, hélicoptère ou défense et espace, où ces cas d'usage sont aujourd'hui déployés. Donc, je vais vous présenter un peu la vue d'ensemble là, et après je ferai un focus sur 3 en particulier. Donc les procédures, je l'illustrerai un peu là. L'idée, c'est surtout d'avoir des procédures étape par étape, majoritairement en réalité augmentée, pour accompagner nos cols bleus dans l'assemblage des avions et des hélicoptères. Donc c'est là que l'histoire a commencé sur la réalité augmentée chez Airbus, chez Defence and Space, où depuis quelques années déjà, on a des opérations de montage sur nos avions militaires qui sont accompagnées par la réalité augmentée. Donc c'est par exemple du cheminement de harnais électriques dans la structure. Donc l'employé voit l'avion réel et dessus on juxtapose les harnais et les endroits où ils doivent être positionnés. Et ça peut être aussi du montage d'équipement. Donc ça, c'est des cas d'usage qu'on est en train de déployer chez Hélicoptère. On a les mêmes cas d'usage sur les harnais électriques. On en a un autre que je vais vous illustrer juste après. Et qui sont aussi en train de se déployer côté Airbus Avion. Hervé est là dans la salle aussi pour témoigner de tout ça. Un deuxième cas d'usage qu'on fait aussi bien en AR qu'en VR, c'est tout ce qu'on appelle 3D Review. Ça, vous avez un stand que tient Loris sur le salon aujourd'hui qui vous illustrera comment on fait des revues facteurs humains, donc accessibilité, capacité à démonter une pièce en service plus tard parce qu'elle est bien accessible et qu'on ne va pas retirer une pièce de 40 kg à bout de bras sans pouvoir passer. Donc tout un tas de validations qui sont faites aussi bien en réalité virtuelle ou en réalité augmentée parce qu'on rajoute un certain nombre d'éléments contraignants du type une structure pour montrer qu'on ne peut pas traverser la 3D et valider ces tâches-là et influencer le design. Donc on est dans une phase amont. On utilise aussi dans le design de cockpit pour regarder que tel nouvel emplacement d'équipement ne va pas gêner le pilote dans sa phase de vol et donc éviter soit du maquettage, soit arriver en vol et se rendre compte qu'il faut reprendre du design. Donc réduire en fait cette boucle-là de validation. Un autre cas d'usage qui est aussi présenté en partenariat avec LS Group, c'est tout ce qui va être rendu haute qualité. Donc autant mes premiers cas d'usage étaient dans la validation par des employés, et donc basiquement je pouvais récupérer les couleurs que j'avais mis dans mon système de CAO et pas de texturing, ça apportait une valeur très faible. Là, notre enjeu c'est de s'approcher de ce qu'on peut voir dans des configurateurs voitures par exemple, pour
aller jusqu'à la phase de signature du contrat d'achat par un client, que ce soit pour des avions privés ou des hélicos VIP, où le client va pouvoir se projeter dans une visu de ses optionnels, d'abord dans une version mobile et page web, donc c'est ce que vous voyez là sur le salon. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on a travaillé cette étape-là, on est capable d'aller vers une projection, soit en VR pour une immersion complète dans l'environnement, soit en AR, pareil, avec une représentation d'une configuration basique dans laquelle on se projette avec des équipements. J'ai une petite vidéo pour illustrer ça derrière. Revue de design aussi sur tout ce qui est simulation en vol. Donc là, on a des simulateurs dans lesquels on embarque de la VR, que ce soit pendant le design pour projeter nos pilotes, anticiper ces phases de vol, mais aussi dans la formation de nos clients, avec deux approches. Soit une approche complémentaire, où on fait faire des phases de vol dangereuses à des clients en VR, ça évite de leur faire faire en vrai pour les qualifier, et aussi des partenariats avec Love Dynamics, une ancienne start-up, qui a permis même de qualifier ces heures-là d'un point de vue autorité aéronautique. Donc ils réduisent leur nombre d'heures de vol à passer avant d'avoir la licence de pilote. L'intelligence, j'y reviendrai un peu plus tard dans une illustration. Remote Assistance, donc l'aide à distance d'un opérateur qui est devant l'hélico avec un expert à distance. Le principal challenge qu'on a traité, là, côté Airbus hélicoptère, c'était la maîtrise de nos données. Parce qu'on était en train de parler d'un flux vidéo non maîtrisé, parce qu'on l'appelait pour une pièce donnée, mais on a tout l'environnement autour qui est filmé, vers un interlocuteur non maîtrisé, ce qu'il peut y avoir des gens derrière lui. Donc en termes de conformité de nos données, d'export contrôle et compagnie, on prenait un risque d'utiliser n'importe quelle solution. Donc le choix qu'on a fait, c'est de partir sur des solutions qui pouvaient être installées dans nos infrastructures on-premise, et qui nous permettent de maîtriser nos données. Donc là, on a fait une phase d'analyse de ce qui existait sur le marché cette année, et on est en train d'industrialiser une solution pour courant 2024. La collaboration immersive, c'est le pied dans la porte du métaverse, on va dire. C'est une fois qu'on a déployé les use cases précédents, comment on peut avoir plusieurs employés ou plusieurs personnes qui travaillent ensemble sur une même scène avec un même contenu. On va y revenir aussi en détail sur la partie marketing dans la slide suivante. Donc cette collaboration immersive, une communication donc, a été faite lors du salon du Bourget, là, côté Airbus Avion. C'est une fois que j'ai mes configurateurs, l'idée c'est vraiment de pouvoir projeter dans un environnement réel les différentes configurations. Donc typiquement là on est dans l'aménagement des cabines où on va choisir le nombre de sièges ou les textures sur les sièges ou l'aménagement de cette cabine-là. Et de pouvoir finalement se projeter entre des gens qui sont là présents physiquement et quelqu'un à distance qui peut être la personne qui va faire le choix final et qui n'a pas pu se déplacer sur le salon. Donc on est vraiment dans de la collaboration. Là l'idée c'est un projet sur lequel on lance les activités pour l'implémenter, mais d'utiliser finalement toutes les briques qu'on a déjà aujourd'hui, que ce soit la récupération de la donnée source, de la mise en texture, de la création d'hologrammes et toute l'interaction autour de tout ça. Donc ça, si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à aller voir Hervé. Procédure, donc je reviens sur l'AR étape par étape. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'accompagner nos utilisateurs en production chez Airbus. On est en train de se poser des questions sur l'usage aussi en service, qui va générer tout un tas de questions additionnelles. Comment toute cette performance réseau, gestion des données, etc. va arriver jusqu'à nos clients finaux. La vidéo que vous avez vue en haut à droite, je vais la relancer. C'est un usage en interne sur tout ce qui est plan de peinture. Jusqu'à maintenant, on avait nos employés qui peignaient les hélicoptères et qui doivent tracer les limites de couleur, vous voyez, entre le blanc et le bleu par exemple, comme on le fait sur du placo à la maison avec du scotch ou avec un crayon pour dire c'est là que je vais arrêter cette couleur-là. Ils utilisaient jusqu'à maintenant des lasers qui venaient projeter sur l'hélico l'endroit où je dois mettre mon trait de crayon. Donc qui dit laser dit déjà un équipement d'investissement assez coûteux,
et autant de lasers que nécessaire pour faire le tour de l'hélico. Je ne peux pas en mettre qu'un d'un côté, si je veux aller en dessous de l'autre côté, il m'en faut un sur. Donc le business case a été de comparer ça à l'usage d'une HoloLens, qui est compétitif d'un point de vue prix par rapport à tous ces lasers, et la précision était la même à peu près que ce qu'apportaient les lasers. Donc on est en train d'industrialiser cet usage. Encore une fois, les enjeux, là, ils ont été aussi plus la connectivité, de se dire comment le hangar où je fais la peinture reçoit bien le réseau suffisant pour charger de la 3D. Les fonctionnalités de juxtaposition de zones de peinture sur l'hélico étaient des choses qu'on sait faire basiquement dans nos services de réalité augmentée. Dernier exemple, avant de passer la main à mes collègues. L'intelligence, donc ça c'est une partie additionnelle qui a été poussée chez nos collègues de Defense and Space, qui est assister nos forces armées sur la projection de missions, donc préparer en fait une zone d'intervention avant d'envoyer les gens sur le terrain. C'est des usages qui étaient faits avant dans des vrais bacs à sable pour simuler la montagne, la rivière, etc. Et donc là l'enjeu c'est de se dire on a Defense and Space, on a des satellites qui ont déjà finalement tous ces terrains-là, donc on les apporte dans une vision holographique et on met ça à disposition des forces armées pour être capable de projeter un peu tous les éléments qu'ils vont vouloir déployer sur le terrain. Donc ça, c'est un démonstrateur qui a été fait avec l'armée de terre. Il y a des discussions en cours pour voir comment on peut avancer sur ce sujet-là. Bon, différents cas d'usage, du coup, chez Airbus, différentes maturités qui nous permettent finalement de transformer aussi nos processus au quotidien et d'amener de la valeur dans la façon de concevoir, de produire ou d'entretenir les avions et les hélicoptères. Et puis une force de coopération au sein du groupe. Les sujets d'application réalité augmentée chez Hélicoptère sont développés par les équipes Defense and Space, avec les équipes Theoris présentes aussi. Donc c'est un partenariat qui nous permet aussi, une fois qu'on a identifié une priorité, de pouvoir déployer ce cas d'usage et d'avancer et de se confronter aux prochaines problématiques qu'on n'avait pas forcément imaginées à ce moment-là. Merci.